Je vais commencer pour enchaîner. Je suis ravie de venir vous présenter, ce travail et ce sujet sur lequel j'ai commencé à travailler d'abord avec le professeur Farge en collaboration avec l'équipe de Bicêtre avant même mon clinica, parce que c'est le sujet de ma thèse d'exercice. Bonjour à tous et on va commencer sans plus attendre. On va faire un bref rappel sur les polyradiculonévrites inflammatoires des myélitissantes chroniques qui correspondent à des atteintes inflammatoires du système nerveux périphérique aboutissant à une destruction de la gaine de myéline et donc à un ralentissement de la conduction nerveuse. Comme on peut le voir sur ce type, c'est pas très grave, comme vous pouvez le voir sur l'image, avec en marron la coloration typique des gaines de myéline lors des biopsies qui s'interrompt et donc il n'y a plus de passage de l'influx nerveux. C'est une maladie qui est relativement rare, hein. La prévalence est entre 1 et 10 pour 100 000 dans les différentes études, et une maladie qui atteint plutôt les sujets d'âge moyen. Le diagnostic repose sur une combinaison entre une clinique qui est compatible, une atteinte des 4 membres, volontiers proximo-distale, avec une atteinte de la sensibilité, plutôt des grosses fibres, donc volontiers ataxiantes. Ce sont des gens qui ont surtout des troubles de l'équilibre initialement et des troubles des gestes fins, beaucoup plus que des atteintes de la sensibilité thermoalgique. Ça, c'est la forme typique. Il existe un certain nombre de variants sur lesquels on ne va pas s'étendre. Le deuxième pilier, c'est l'EMG, qui est vraiment la pierre angulaire du diagnostic, avec des critères qui sont parfaitement établis par les sociétés de neurologie, notamment les derniers qui ont été révisés en 2021 et qui mettent en évidence un ralentissement des vitesses de conduction ou un allongement des latences, des latences distales en faveur d'un ralentissement de la propagation de l'influx nerveux. Il faut que vous ayez au moins 2 sites atteints dans différents territoires pour pouvoir parler de pays d'essai certaines. Il y a des formes dites probables ou possibles si vous ne remplissez pas ces critères. En ce cas, vous pouvez vous appuyer sur les critères de support, avec notamment la ponction lombaire qui montrera une absence de méningite, mais une hyperprotéinorachie, les potentiels évoqués somesthésiques, donc il y a l'enregistrement de la sensibilité à des étages un petit peu plus proximaux que ce qui peut être évalué en EMG, les IRM plexiques qui peuvent montrer une hypertrophie ou une prise de contraste des racines, l'échographie de nerfs qui est plus anecdotique, la biopsie nerveuse qui est le dernier recours, parce que c'est quand même un geste qui est invasif et délabrant, mais qui montrera de facto des lésions de démyélinisation, et la réponse au traitement immunomodulateur et notamment aux immunoglobulines. Les scores de suivi, en fait, qui permettent de systématiser l'examen clinique, sont essentiels pour pouvoir parler un peu tous le même langage, et en particulier le score ONLS, qui est un score de handicap en fonction des fonctions des membres supérieurs et des membres inférieurs, 0 étant normal, 12 étant vous ne pouvez plus faire un mouvement utile ni avec vos mains ni avec vos pieds, l'échelle de Rankin qui est plus commune, un 4 qui est un score de sensibilité, le score de MRC qui est un score de cotation de la force physique, le RODS qui est un score de handicap et le JAMAR qui est la force de préhension. Pour ce qui est des traitements, les traitements de première ligne, ceux qui ont été évalués pour de vrai par des essais randomisés sont les immunoglobulines intraveineuses, les corticoïdes et les échanges plasmatiques. Ils ont une efficacité qui est équivalente entre eux pour ceux qui ont été comparés. Tous les patients ne répondent pas au traitement de première ligne. Il y a entre 15 et 30% de patients qui sont non répondeurs au traitement de première ligne qui peuvent répondre à un switch. Mais pour un certain nombre, ils vont être dépendants. Et donc, il est proposé des traitements de deuxième ligne, mais dont finalement le niveau de preuve est assez faible parce que ce ne sont que des séries rétrospectives et que tous les essais prospectifs ont été négatifs. Et il reste un certain nombre de patients qui demeurent non répondeurs au traitement immunosuppresseur de deuxième ligne. Dans ce contexte, il y a eu l'établissement de recommandations sur la place de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans les polyradiculonévrites qui ont été publiées en 2019 sous la férule du groupe MATEC et qui proposent pour les patients qui sont sévères, donc qui ont un LS supérieur à 3 aux membres supérieurs et ou à 2 aux membres inférieurs, ça veut dire perte de la marche,
et qui ont une PIDC définie avec exclusion des diagnostics différentiels, la greffe de cellules souches après échec d'au moins 2 traitements de première ligne et un traitement de deuxième ligne. Ces dossiers sont bien évidemment discutés dans le réseau MatTech lors de la RCP nationale. Depuis la création de la RCP, ça concerne 14 dossiers discutés finalement, avec 7 indications retenues, et je remercie beaucoup Pauline Lancio pour les données. Nous avons publié les premiers patients de l'expérience française lors de ma thèse et en 2021 sur les 4 premiers patients qui ont eu une autogreffe dans cette indication. Un patient a également été allogreffé après rechute. C'est des patients qui étaient vraiment multitraités. Ils avaient tous eu 5 lignes de traitement avant la greffe, tous reçu du rituximab avant. Aucun n'avait de mortalité. La morbidité était attendue, généralement précoce après greffe, infection, fièvre, syndrome de prise de greffe. À noter que sur notre durée de suivi, donc pour l'efficacité clinique, sur lequel on va s'étendre avec les scores un petit peu après, tous les patients s'amélioraient après greffe. Un a pu être sevré des thérapies immunosuppressives. Un a vu une restauration de sa sensibilité au traitement, alors qu'il n'avait plus du tout de sensibilité au traitement par immunoglobuline avant cela. Un patient a rechuté et une patiente n'a plus de traitement et est en rémission complète. Pour ce qui était du suivi à long terme, ce sont des patients notamment pour le suivi post-allo, où on avait un recul de 48 mois. Il a développé secondairement une thyroïdite d'Hashimoto. Ces données étaient sur les 4 premiers. Depuis, 3 patients ont été greffés, dont nous allons reprendre les données par la suite. Je voudrais qu'on prenne juste une petite minute pour s'arrêter sur vraiment l'évaluation des scores avec notamment l'ONLS, avec en fauteuil, ne peut plus faire de mouvements utiles avec vos jambes. Tous les patients ont récupéré. À noter le patient numéro 1 qui a une récupération qui est plus modeste et qui posait la question du délai avec la réserve axonale. Ces données, elles sont les mêmes sur tous les scores, que ce soit le handicap global avec le score de Rankin, la sensibilité sur l'INCAT ou le MRC qui se rapproche de la normale étant à 100 dans le score qu'on avait pris. On avait également fait une revue de la littérature assez globale. Depuis le premier cas publié en 2002, premier cas d'autogreffe pour une PIDC, jusqu'à 2020, fin de notre recueil, où on avait un âge moyen à la greffe qui était de 48 ans. Le conditionnement le plus fréquent était déjà cyclophosphamide plus sérum antilymphocytaire polyclonal. Il y avait d'autres conditionnements plus anecdotiques, du BIM, du melphalan ou du cyclosol sans SAL. Le suivi post-greffe, il s'échelonnait entre 3 et 36 mois et on retrouvait des scores qui étaient à peu près les mêmes. 82% d'amélioration clinique avec des définitions qui étaient variables après la greffe. 12 patients qui ont rechuté, soit 16%, entre 6 et 60 mois après greffe. Des toxicités qui étaient attendues. À nouveau, pas de mortalité. Et la seule toxicité à long terme qui avait été rapportée, c'était une aplasie médulaire post-auto, qui avait nécessité une allogreffe de moelle par la suite. Ce qui avait beaucoup changé la donne aussi, c'était la première étude prospective qui avait été proposée, le papier de Richard Burt qui est sorti en 2020, qui proposait après un conditionnement par cyclophosphamide 200 mg m² et RATG et rituximab, une greffe. Ils avaient 60 patients dont il avait les données de suivi, 66 patients initialement inclus, une médiane de suivi de 4 ans et demi. Pas de mortalité, une morbidité initiale modérée, celle qu'on a décrite, syndrome de prise de greffe, infection lors de la période d'aplasie. Les toxicités après sortie d'hospitalisation étaient attendues, 4 dystéroïdies et 3 patients qui avaient une gamma-globulinémie, sachant que c'était des patients qui avaient au préalable reçu du rituximab. 80% des patients étaient sevrés de toute immunothérapie, de tout traitement immunosuppresseur après la greffe à 6 mois. 83% maintenaient ce résultat à 5 ans et ils définissaient l'amélioration comme absence de traitement et examen neurologique stable ou en amélioration. Il y avait quand même 82% des patients qui pouvaient marcher après la greffe contre 32 avant.
Ces résultats étaient semblables, quels que soient les scores qu'on regardait, le MRC, l'INCAT, l'ONLS, la force de préhension, et surtout une amélioration nette des scores de qualité de vie pour les patients. Un peu comme ce qu'on avait retrouvé dans notre revue de la littérature, il y a 11 patients qui avaient chuté dans les 5 ans, donc 18%. Donc, pour une petite conclusion, les PDCC d'atteintes auto-immunes du système nerveux périphérique auxquels on a pu, par analogie, amener la procédure d'autogreffe, qui sont de façon assez fréquente, résistantes ou dépendantes au traitement immunosuppresseur. Au 20 janvier 2023, il y avait 7 patients greffés en France. Ce n'est pas énorme, mais c'est une indication qui progresse. Les patients qui sont peu comorbides, donc il n'y avait pas de mortalité, la morbidité était faible. L'étude rétrospective est faite. Maintenant, il faut qu'on se lance dans une étude prospective grâce au registre de Matec. Et tous ces éléments ont pu aboutir à établir des recommandations, celles qui ont été faites en 2019 sur les indications d'autogreffe. La place de l'autogreffe est également citée dans le PNDS sur les pays d'essai qui date de 2021, et bien évidemment une place qui est faite dans le PNDS de la greffe de cellules sous hématopoïétique dans les maladies auto-immunes publié en 2022. Et voilà, je voudrais tous vous remercier pour votre attention, le groupe Matec pour les données, Pauline Lanciot pour la diapo, et bien sûr tous les gens qui ont participé au travail, l'équipe de Poitiers, l'équipe de Nice et l'équipe de Bicêtre. Merci. Merci.